Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, C'est bon. Alors bonjour et surtout bonne année à toutes et à toutes. Bienvenue dans cet épisode de Voix de pionnier, le premier de 2026. Donc Voix de pionnier, c'est un dispositif apprenant. On part à la rencontre d'un dirigeant et d'une dirigeante ou d'une dirigeante qui va nous parler de son activité via son modèle économique. Donc, c'est une rencontre tous les premiers vendredis du mois avec des pionniers et des pionnières de la transition écologique et sociale. Alors, ce dispositif est animé en alternance par des dynamiques régionales, des clubs qui assurent sur leur territoire la promotion de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Moi, je fais partie d'un de ces clubs. Je suis Stéphanie Auville de Terre EFC Île-de-France. Et on est regroupés depuis novembre. On a fait l'annonce de la création d'un mouvement de la transition économique. Et donc plusieurs membres de ce mouvement, d'animateurs de clubs, sont présents aujourd'hui, dont Céline Calmet qui vous a accueilli, et puis Maxime qui assurera l'animation aujourd'hui. Donc on a tous une conviction, c'est pas de transition environnementale et sociale, pas de développement réellement durable sans transformation de nos modèles économiques. Et comme c'est un chemin long, parfois tortueux, nous avons besoin de témoins. On a besoin d'entendre des pionnières et des pionniers qui, pour la majorité d'entre eux, mobilisent le référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors pas tous, hein, mais aujourd'hui ce sera le cas. Ils et elles nous exposent chaque premier vendredi du mois leurs questionnements, les challenges auxquels ils font face, et puis leurs réussites aussi, leurs échecs parfois, et sans langue de bois. Voix de pionnier, c'est un temps d'échange dans les deux sens parce que vous pouvez interagir via le chat en posant vos questions tout le long du format. Et en fonction du nombre, on les regroupe ou pas, et où on vous invite à les poser directement à l'oral quand c'est possible. Donc c'est l'avantage de participer en live comme aujourd'hui, mais sachez que tous les épisodes, et sont maintenant nombreux, sont disponibles en replay. J'y reviendrai en toute fin de session pour vous présenter très rapidement les prochains rendez-vous, à la fois de Voix de Pionnier, mais aussi les autres rendez-vous de ce mouvement de la transition économique et des clubs répartis sur le territoire. Dernier point, nous nous engageons à vous libérer à 10 heures. C'est important, nous savons que vous avez la vie professionnelle qui continue derrière et des engagements pour la majorité d'entre nous. Donc, place maintenant à Audrey Lefebvre. Donc, j'ai la joie d'accueillir Audrey, donc Audrey Lefebvre, cofondatrice de la société Anéis, établie à la Madeleine dans les Hauts-de-France, à proximité de Lille. Et c'est Maxime Sallet, animateur du Club Noé, donc également situé dans les Hauts-de-France, qui va animer cette session. Donc, bienvenue à Audrey et bienvenue Maxime. Moi, je vais vous laisser la parole, arrêter le partage et je reprendrai Véritablement le flottement partage. technique que je ne sais même pas comment c'est possible. On, on va veiller à couper tous les micros, sauf celui dans l'immédiat de Maxime et d'Audrey. Donc, j'arrête le partage. Ça marche, merci Stéphanie. Bonjour à tous, en effet Maxime Salé, de l'animateur du Club Noé, je vais animer l'échange, le témoignage d'Audrey Lefebvre, qui est coprésidente de ce club d'ailleurs, le Club Noé. Audrey qui est accompagnatrice du cabinet ANIS. Je me demandais comment j'allais te passer tout de suite au plus vite la parole, Audrey, mais je me suis rappelé que Christian Dutertre, donc un des pères de ce concept de l'EFC, m'avait glissé un bon petit moyen. En fait, Christian Dutertre, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un intervenant chercheur. Et pendant l'une de ses diatribes, il critiquait les chercheurs en disant que voilà, c'était des gens qui avaient un trop grand académisme, qui passaient leur temps à leur bureau. Et il s'est tourné vers la salle, on était en plénière du Club Noé, et il s'est dit, c'est vous les chercheurs. C'est vous les chercheurs adhérents du Club Noé, c'est vous qui expérimentez au quotidien, c'est vous qui cherchez de nouveaux modes d'organisation. Et je me suis dit que ça correspondait exactement avec le témoignage de ce matin, puisque chez Ennis, ils ont expérimenté de nombreux modes de contractualisation. Ça va être la focale un petit peu d'aujourd'hui. Alors, Audrey, Madame la chercheuse,
Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos recherches? Alors moi, je vais mobiliser une autre grande référence, Pierre Bourdieu, le sociologue qui disait, moi, je suis un sociologue de gouttière. Voilà, moi, je suis une consultante de gouttière qui qui a rencontré un certain nombre d'épreuves et qui a essayé de rebondir, voilà, avec plusieurs vies. Bonjour à tous et très très bonne année 2026. Je suis ravie de me voir proposer cet exercice de voix de pionnier, parce que j'ai déjà vécu ce type d'exercice et effectivement avoir l'occasion de raconter sa trajectoire, c'est toujours un exercice super ressourçant et apprenant. Donc merci à l'équipe Voix de pionnier de me donner cette occasion. Voilà, comme Maxime l'a dit, donc je suis une ch'timi d'origine. Ça fait un bail que j'exerce ce métier de conseil. Moi, j'en viens avant la création de ANEIS en 2011, donc qui a été créé par Vincent Touillet, qui est mon associé, mais aussi mon partenaire de vie. Donc vous allez voir, hein, je vais vous raconter une histoire qui mêle aventure professionnelle et amoureuse. Et avant Aeneis, effectivement, moi, je venais du conseil classique. Hein, j'ai créé une première structure qui était dans le conseil en accompagnement de politique publique. Et puis ensuite, j'ai eu une expérience aussi comme salarié dans une boîte en stratégie, en accompagnement en stratégie sur des projets d'intérêt général. Mais Aeneis, au démarrage, n'est pas du tout une boîte de conseil. Quand on se rencontre en 2011 avec Vincent Touillet, moi, je vis la liquidation de ma boîte de conseil avec voilà, une période une période de trouble en se disant bon, voilà, vers quoi je vais maintenant, je me reconvertis. Je ne me voyais pas nécessairement rebasculer, enfin rester dans le champ du conseil. Voilà, j'avais envie d'explorer autre chose. Et Vincent, lui, en 2011, crée Aeneis. Putain, il y a du monde de Mais ouf. Oui. mais Aeneis, quand il est créé, en fait, son métier premier, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le secteur du bâtiment. Donc voilà, très précisément, c'est de l'assistance en maîtrise d'ouvrage sur la fabrication d'ensemble de métallerie pour le bâtiment. Donc Vincent fait de la traduction de cahier des charges architecturales, puis ensuite voilà, du sourcing de fournisseurs, de poseurs, d'installateurs et du suivi de chantier. Donc, c'est comme ça que ça démarre. Et donc, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, sachant que chronologiquement, moi, je ne rejoins l'aventure à Aeneis. Alors, je la vis à la maison, puisque nous sommes un couple, et je rejoins officiellement la société en 2016. Donc, je vais vous raconter d'abord la première petite période où, voilà, je n'étais pas là, mais je vivais indirectement ce que mon conjoint vivait. Et puis ensuite, en 2016, effectivement, là, on prend une décision assez forte de mêler aussi nos destins professionnels et de continuer cette aventure ensemble. Donc, en 2011, voilà, donc Aeneis démarre sur ce périmètre de métier, dans ce secteur du bâtiment. Et à l'époque, donc je prends le fil rouge que Maxime m'a proposé hein, sur comment notre trajectoire s'est jouée sous l'angle des questions de contractualisation. On est sur un modèle qui est assez classique hein, dans le secteur du bâtiment, qui est l'apport d'affaires, hein, tout simplement. À l'époque, ce qui est pratiqué, c'est sur des conduites comme ça, globales, de chantier, sourcing, suivi, on est sur une contractualisation qui repose sur un forfait qui correspond à un pourcentage du coût global du chantier. Voilà, à l'époque, voilà, 10%. Et quand Vincent fait ce choix-là, c'est pour des raisons de transparence, de simplicité. On a un point de référence, on fixe un taux, voilà, c'est une façon de faire qui est simple, qui est acceptable pour le client, et puis voilà, qui est transparent. Alors, pourquoi tout a basculé?
Parce qu'en fait, il y a eu la crise des subprimes et il y a eu le retentissement très brutal sur le secteur du bâtiment en France en 2012-2013. Donc, avec la répercussion de cette crise financière mondiale, elle a mis un arrêt relativement brutal au chantier de construction. Et donc, tout d'un coup, en quelques mois, les missions d'Aeneis se sont interrompues. Donc, avec très clairement une question de survie de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que voilà, il y a eu le premier glissement qui s'est fait vers le champ du conseil, puisque finalement, en travaillant sur euh, ce métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage, voilà, Vincent était régulièrement en contact avec une communauté de professionnels, des petites entreprises, des entreprises artisanales. Donc des liens s'étaient créés avec tous ces dirigeants d'entreprises. Et voilà, il a aussi pu faire le constat que ces entreprises avaient des besoins d'accompagnement sur des sujets d'organisation, de structuration de leur équipe de travail, de leur processus. Et donc, voilà, pour aussi donner une chance à la société de ne pas complètement subir le contexte financier extérieur, voilà, il y a eu ce premier glissement et cette première proposition de finalement transformer le métier tout en restant avec le même écosystème d'acteurs avec lesquels, voilà, il y avait de la confiance, il y avait des relations qui étaient installées, et de pouvoir commencer finalement à faire de l'accompagnement sur des sujets, principalement des sujets d'organes. Alors, comment ça a rebattu les cartes sur la contractualisation? Finalement, ça ne les a pas beaucoup rebattues puisque on était héritier, enfin, Aeneis était héritière d'un modèle d'affaires, voilà, sur un pourcentage adossé à une unité de référence. Bon, on a gardé le même système et on a démarré en fait une activité de conseil, mais en n'étant pas dans le modèle d'affaires du conseil tout de suite, donc celui voilà, qui repose sur la notion de TJM, hein, qui est très, très caractéristique du conseil, mais pas que. Là, on a gardé finalement le mode de contractualisation et le modèle d'affaires dont on venait, donc le pourcentage, le forfait. Et on a gardé cette logique parce que voilà, on continue à la trouver simple, accessible, transparente, pardon. Par contre, on a changé l'unité de référence et là, la première unité de référence, celle qui est la plus classique, la plus universelle, entre guillemets, le chiffre d'affaires. Et on a proposé à ces entreprises artisanales, ces petites TPE, PME, la micro-entreprise aussi, d'expérimenter un mode de contractualisation basé sur 1% de leur chiffre d'affaires. Euh, on avait voilà, ça a été un peu une facilité de partir là-dessus, puisque voilà, c'est un modèle de facturation on le connaissait, on l'avait déjà pratiqué, il était transposable sur à peu près n'importe quel secteur d'activité. Et voilà, une fois que on avait négocié, qu'on avait l'accord du client sur cette façon de faire, de facturer le travail, voilà, on pouvait démarrer. Alors, je note quand même, hein, c'est un sujet qu'on pourra explorer ensemble plus tard dans les échanges. Mais on n'avait pas nécessairement besoin d'engager un gros travail amont pour qualifier des besoins, pour euh, voilà, s'accorder sur la nature du travail. En fait, voilà, on s'accordait sur un mode de contractualisation, puis ça démarrait ensuite. On avait à cette époque-là aussi, alors je le précise parce que c'est pareil, c'est une chose, ça qu'on n'a jamais quitté, donc qui a toujours été une source d'inspiration, qui était vraiment le modèle mutualiste. En se disant, finalement, dans cette communauté de clients, la première qu'a connue Aeneis, évidemment,
toutes les entreprises n'avaient pas le même chiffre d'affaires. On avait des petits, des un peu plus importantes. Par contre, on est parti du principe que finalement, ça pouvait fonctionner, ce modèle du 1% pour tout le monde. Euh, voilà, je le dis un peu direct, de manière directe, mais l'idée, c'était que les gros puissent aussi payer pour les plus petits. Et qu'au final, on puisse aussi jouer sur un jeu d'équilibre euh, au sein de au sein de la communauté de clients. On a démarré aussi à cette époque un autre mode contractuel qui était un petit peu plus original, qui venait de voilà d'inspiration, de recherches qu'on avait fait, qui se pratiquait en Angleterre, qui est le pay what you want. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est un principe qui consiste à proposer une facturation a posteriori, une facture vierge. Donc l'idée, c'était de démarrer une séquence de travail sans passer par une étape amont de négociation sur un prix, un coût, et de, une fois l'expérience de travail faite, donc par exemple sur un atelier de 2 3 heures, d'envoyer une facture vierge au client en lui laissant la possibilité, lui, d'apprécier a posteriori la valeur qu'il donnait et comment il la traduirait financièrement. Et à l'époque, c'était un produit d'appel, d'une certaine manière. On avait même fait une petite vidéo, je me souviens, qui était voilà, pour mettre un petit peu en scène de manière décalée ce Pay What You Want. Et c'était une manière finalement voilà, de aussi communiquer sur euh, voilà, cette envie de proposer quelque chose qui soit accessible, qui permette d'avoir une première expérience de travail en commun. Et Audrey, si je peux me permettre de rebondir, là tu as cité déjà quelques premiers modes de contractualisation que vous avez expérimentés. Alors il y a déjà des questions que je vais essayer d'ancrer dans mon rebond. Euh, on a vu que la facturation à 1%, elle était intéressante, mais elle éprouvait des limites. Notamment ceux qui avaient le plus besoin, c'était pas forcément ceux qui avaient le plus gros chiffre d'affaires. Et donc ça vous a mis la puce à l'oreille de cet effet de mutualisation, les gros payent pour les petits. En fait, on voit qu'il y a un effet trajectoire, un cheminement dans vos expérimentations de mode de contractualisation, où à chaque fois, bah, comme tu viens de le dire, le pay what you want, c'est dans une certaine situation. Par exemple, pour démarrer une relation d'accompagnement, un premier atelier. Bon, on fixe pas tout de suite ce que ça peut valoir, l'accompagnement global. On se dit, bon, bah, ce premier atelier, bah, une facture vierge, mettez ce que vous voulez, ça crée une occasion de discussion. Et donc, il y a ce cheminement, il y a une question qui rejoint ça. C'est Estelle Mérez qui nous demande comment se passent les discussions sur ce fameux pourcentage, sur ce 1% du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, il y a un point clé, et j'en arrête là, je te passe la parole Audrey, il y a un point clé dans ce qu'on va mettre en discussion ce matin, c'est la mise en discussion de la valeur. À chaque fois, les enjeux de contractualisation, de l'angle d'où les prennent Audrey, c'est pour mettre en discussion ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est important parce qu'il y a des modes de contractualisation qui ne permettent pas de discuter. C'est juste une transaction autour de données comme un nombre d'heures, un livrable, le marché. Là, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on produit ensemble et qu'est-ce que ça vaut, comment ça se discute. Et Audrey, est-ce que tu peux rebondir sur peut-être cette question de comment ça se discute justement ce 1% et les autres modes de contractualisation que tu as commencé à introduire? Ouais. Est-ce que c'est Ah, facile? à cette époque-là, en fait, et avec ce modèle, euh, on n'avait pas nécessairement besoin de beaucoup discuter. En tout Hmm. cas, pas nécessairement besoin de discuter de la mission en tant que telle, du travail. Il fallait produire l'accord déjà juste sur est-ce qu'on peut fonctionner financièrement comme ça. Alors, Estelle me pose la question, est-ce que c'est facile le 1%? Alors, d'une certaine manière, oui, parce que c'est très simple. En même temps, dans la réalité, on s'est rapidement rendu compte que non, c'était pas si facile que ça. Alors, par exemple, exemple très concret, parmi nos clients, on avait des entreprises qui avaient beaucoup d'activités de négoce. Donc, le chiffre d'affaires n'était pas une unité de référence qui était pertinente pour eux. Donc, bah, on a commencé effectivement à devoir passer ces étapes de discuter avec le client de quelle était la bonne unité pour lui. Est-ce que c'était plutôt la valeur ajoutée? Est-ce qu'on pouvait rester sur un chiffre d'affaires? Donc, c'est vrai que c'était pas simple et on avait des clients qui étaient en difficulté. Ce qui était quand même intéressant parce que finalement, ça obligeait à commencer à discuter.
de choses dont, voilà, en première intention, sur un démarrage de relation, on ne discute pas nécessairement. Là, on devait commencer et le client accepter aussi de nous faire rentrer dans les coulisses de son propre fonctionnement et de son propre modèle d'affaires pour pouvoir en fait, trouver où est-ce qu'on pouvait produire l'accord. Mais vous voyez, cet accord, finalement, à l'époque, il restait quand même principalement centré sur des dimensions uniquement financières. On n'était pas encore, puis on n'avait pas la maturité du tout à cette époque-là pour injecter davantage d'enjeux sur cette question avec les clients, en tout cas à cette période qui est un petit peu, à ce moment qui est un petit peu clé, qui est de l'amorçage et du démarrage d'une mission. Et le pay what you want, ceux qui l'expérimentaient, alors oui, ça déstabilisait énormément. Puisque finalement, quand la facture vierge arrivait, ben, la question se posait à notre client de mais sur quoi va-t-il s'appuyer? Quelle va être la référence euh, qui va pouvoir faire sens pour lui? Sa perception de la valeur produite dans une séquence de travail, de la traduire en fait sur le plan monétaire. Et on avait régulièrement des clients qui nous appelaient en disant bah, moi, je ne sais pas la remplir, ta facture vierge. On avait des clients aussi, on a pu constater, en fait, alors certains prenaient tout un tas de repères. Donc, tantôt, c'était leur perception des prix marchés. Tantôt, on a eu un cas où finalement un client a pris comme base de référence le taux salarial, son propre taux salarial. Donc, ce qui a commencé en fait à constituer des nouvelles expériences pour nous sur le plan de la contractualisation qui ont commencé à nous faire réfléchir, c'est que bah, la discussion de la valeur, en tout cas là pour le coup, on était encore vraiment dans le périmètre de la valeur monétaire, bah, c'était pas évident. C'était pas évident pour nous, c'était pas évident pour le client, et ça nécessitait en fait de prendre davantage de temps de dialogue pour pouvoir justement aussi prendre de la hauteur sur le fait que bah, ça va pas de soi, ça va vraiment pas de soi. Et puis pour répondre à la question sur les limites qu'on a commencé à toucher dans ce premier modèle expérimental, un peu inspiré de la logique mutualiste, c'est que, bah, effectivement, comme tu l'as dit, ceux qui avaient le plus de besoins d'accompagnement, notamment les micro-entreprises, n'étaient pas celles qui avaient les moyens, la capacité financière. Donc, ça nous a amené aussi rapidement à des situations où finalement, on engageait beaucoup plus de travail et de ressources pour des montants de facturation qui étaient très très faibles et qui ne nous permettaient pas finalement d'assurer bah voilà, une rentabilité et de pouvoir sécuriser le modèle financier d'Aeneis. Donc voilà, unité chiffre d'affaires pas nécessairement adaptée, une forme de déséquilibre qui ne nous permettait pas finalement d'assurer une rentabilité suffisante. Et puis, bah, parfois, voilà, la nécessité de renoncer finalement à des accompagnements parce que, voilà, très grande difficulté de pouvoir voir le travail engagé suffisamment rétribué. Hmm. Donc, Je prends une question si je te dérange pas dans ton fil, Audrey. je t'en prie. C'est vrai que c'est une question que je me suis aussi posée sur l'enjeu de la mutualisation. Euh, alors, je lis la question donc, de Maria. Est-ce que cette philosophie et ce positionnement, les gros payent pour les petits, étaient connus de tous vos clients et est-ce que cela a influencé les gros clients à davantage travailler avec vous? C'est quoi finalement cette perception des gros quand ils doivent payer pour les petits? Ah bah, j'aime beaucoup cette question parce que, alors, je vais être très honnête avec vous. Vincent Touillet est véritablement un expérimentateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ose. Moi, j'étais un peu plus timorée à l'époque, mais j'avais confiance, vraiment confiance dans la capacité de Vincent à oser des pas de côté. Et puis voilà, on venait pas nécessairement tous les deux du même secteur, on n'avait pas les mêmes expériences. Et moi, j'avais du mal à y croire, hein. Moi, je me disais, mais ça marchera pas, ce sera pas accepté, en fait. Les gros vont nous dire, mais attendez, c'est pas si évident que ça.
Et ben ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, il y a vraiment eu une adhésion à ce modèle et les mieux dotés. Alors là, je vous parle d'entreprises qui vont de la micro avec des très petits chiffres d'affaires à la TPE de 15-20 personnes qui étaient à 3, 4, 5, 6 millions d'euros. Hein, c'était un petit peu ça, nos clients. On était vraiment sur des petits. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà des gens qui se fréquentaient. C'est-à-dire que dans nos clients, ils étaient fournisseurs les uns des autres, ils étaient sous-traitants les uns des autres, ils étaient partenaires. Donc, le fait que, on mette en visibilité aussi ce modèle mutualiste, que dans notre manière d'accompagner, on les mette régulièrement en contact les uns avec les autres, ben, finalement, ça faisait sens pour eux. Ça faisait sens de contribuer d'une certaine manière à ce que mon fournisseur, ben, il soit aussi accompagné, il se porte bien. Hmm. Donc là où moi j'étais un peu sceptique et je me demandais si la mayonnaise allait prendre, finalement, bah, les dirigeants qu'on accompagnait, pour eux, ça faisait sens. Alors, il faut dire aussi, là, effectivement, comme je focus beaucoup sur l'histoire de nos réflexions, nos expérimentations sur la question contractuelle, voilà, je vous raconte un petit peu moins peut-être comment ça s'est traduit en termes d'offre de services. Mais à l'époque de donc là, voilà, hein, on est en 2014-2015, on s'approche de 2016. On est dans ce modèle mutualiste et on met en œuvre des accompagnements individuels, mais on met beaucoup, beaucoup en place des dispositifs qui les rassemblent, qui rassemblent nos clients. Parce qu'on a aussi cette conviction très, très forte à l'époque que le meilleur conseil qui soit, c'est le conseil entre pairs. Et donc, on investissait beaucoup de temps et d'énergie pour créer des dispositifs qui permettent d'avoir des espaces de travail entre eux. Donc, dans les TPE, PME, vous avez souvent des dirigeants qui sont seuls, hein, assez isolés, pas de codir, pas nécessairement d'associés. Donc, on a commencé à mettre en place en fait des codires qui étaient composés bah, d'autres clients, parfois d'experts, qui leur permettaient de pouvoir avoir ces espaces. On faisait aussi un club du lâcher-prise. Donc, on proposait une fois tous les 2 mois à l'ensemble de nos clients de vivre une activité collective en de nos business. Donc, on leur a fait faire à peu près tout et n'importe quoi. On leur a fait des séances d'initiation au Human Beatbox. On a fait du théâtre d'improvisation en anglais. Et donc, tous les mois, nos clients, enfin voilà, l'enjeu, c'était vraiment à la fois de commencer, nous, à investir l'accompagnement individuel sur des sujets d'organisation, de stratégie de développement, mais de pouvoir aussi jouer le mutualisme, la mutualité à plein, y compris dans l'offre de service. Donc, finalement, c'est ça, je pense, qui a fait prendre les choses. À la fois les spécificités, les caractéristiques de notre écosystème de clients, qui étaient voilà, des gens qui étaient dans le même secteur, qui avaient déjà des relations entre eux, et le fait que, on mette aussi en place des espaces, des dispositifs accompagnés pour qu'ils puissent régulièrement se voir, se soutenir, et donc pouvoir aussi apprécier toute la valeur ajoutée de augmenter le niveau de confiance, de relation, d'interconnaissance entre des acteurs qui finalement avaient comment dire, intérêt à la bonne santé économique des uns et des autres et à la bonne santé au travail de leurs dirigeants. Ce que Ça, c'est j'entends. un des Ouais. premiers effets utiles qui nous a été fortement remonté. C'est cet effet de santé qu'on n'avait pas nécessairement anticipé, mais qui a aussi été une manière de construire beaucoup, beaucoup de confiance. Hmm. Ce que j'entends, c'est que là, pour l'instant, les modes de contractualisation que tu nous as détaillés dans la trajectoire d'Aeneis, et il y en a d'autres sur lesquels on va enchaîner, euh, ils vont pas de soi. C'est pas juste, tiens, je vais mettre une place sur une mutuelle, peu importe les conditions. Il y a des bonnes conditions de mise en place de ces outils de contractualisation. En l'occurrence, le travail de la confiance, la constitution d'une sorte de communauté de clients. Je pense qu'on peut aussi le considérer dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des modes de contractualisation
qui nécessitent des bonnes conditions de confiance, de coopération en général et des moments. Et il y a un moment, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur une question, pour en finir avec le Pay What You Want, il y a des moments qui sont favorables au Pay What You Want, comme un premier atelier. Il y a une question de Céline, c'est comment ça influence la suite de la facturation des missions suivantes avec le même client. Ça met dans quelles conditions ça, cette facture vierge? Alors là, on avance un petit peu dans le temps parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose euh, on n'avait pas, je voulais le dire au début, vraiment, le Pay What You Want, ça a été, je dirais pas que ça a été une opération marketing, c'était pas le cas. On a trouvé ce modèle très, très intéressant parce qu'il permettait de rapidement évacuer la question financière, la question de la monétisation pour pouvoir déjà avoir une expérience de travail parce que il n'y a qu'une seule manière de construire un début de confiance, c'est de commencer à travailler ensemble. Mais à l'époque, on n'avait pas autant conscience que finalement le Pay What You Want, au-delà voilà, de son côté un peu surprenant, attirant, on va dire, qui pouvait aussi vraiment être quelque chose qui contribue à créer les conditions d'une relation de travail. Et effectivement, pour répondre à la question, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à investir complètement différemment le Pay What You Want euh, quelques années plus tard. Dans notre esprit, ça a fini d'être simplement voilà, un produit d'appel ou quelque chose qui marquait voilà, un pas de côté, mais on a commencé à l'investir pour produire ces effets-là. C'est-à-dire avoir la possibilité de un premier cadre de travail. Alors oui, je vois les questions qui se posent dans le chat, c'est du ponctuel, hein. On on n'a jamais envisagé de bâtir le modèle contractuel global d'Aeneis sur le principe d'une facture vierge, hein. C'est pas tenable. Là, l'idée, c'était justement la question de la contractualisation et de l'accord sur les questions de valorisation monétaire, elle peut être bloquante dans un démarrage de relation. Le pay what you want, ça nous permettait de lever ça et de se dire, bah, vivons d'abord mettons de côté la question des accords financiers, vivons une première expérience de travail. Et puis on voit ensuite. Et finalement, là où les échanges habituels en démarrage de mission sont toujours un petit peu compliqués parce qu'on vient tous avec des repères sur la valeur, sur la manière de contractualiser, sur ce sur quoi on doit s'accorder. Là, le fait de vivre d'abord une expérience de travail et de se revoir, et en plus avec un modèle facture vierge qui finalement n'était pas si facile que ça, c'était pas si simple que ça pour les clients de l'investir, bah, ça nous obligeait à nous revoir et finalement à commencer à se retrouver, à discuter autrement, de détabouiser aussi la question de l'argent en mettant finalement en exergue que, bah, vous voyez, là on vient de faire l'expérience que s'accorder sur qu'est-ce que ça vaut et comment est-ce qu'on traduit financièrement la perception de la valeur, bah, en fait c'est des sujets qui sont absolument pas simples, absolument pas évidents. Et donc, ça nous a permis finalement de... Alors, si je le dis avec des mots de l'EFC sans jargonner, le Pay What You Want a libéré, ou en tout cas, il a rendu, il a facilité le fait de mettre en discussion la question de la valeur. Et Hmm. c'est un mode de facturation qu'on utilise encore. Celui-là, pareil, il n'est pas, c'est pas, on en a plusieurs. C'est une grande leçon de notre trajectoire, c'est de se dire, il n'y a pas de mode de facturation, d'unité, de modèle de contractuel unique. Peut-être que c'est un vœu pieux de chercher le bon modèle de contractualisation, mais de pouvoir en avoir plusieurs qui permettent en fait d'adresser des enjeux de relation de service, des moments de la relation différents. Et donc, on continue à pratiquer ce modèle parmi d'autres. Ce que j'entends dans ce que tu dis aussi pour bien répondre à la question de Céline, euh, le pay what you want par rapport à ce que ça induit dans les suites de la relation d'accompagnement, c'est justement que ça vient mettre en discussion la valeur et du coup ça vient poser une relation plus qu'une transaction.
Et quand on est dans une relation, quand on installe les conditions d'une Maxime, relation d'accompagnement plus qu'une transaction, on se permet aussi d'avoir Maxime, imaginé autre chose Noé, sur les suites. Et il y a eu un effet Noé, levier, je crois, qui est la notion de dépense acceptable, qui là est une suite assez trouvée par rapport à ce que tu viens de dire. Audrey, votre rapport à la dépense acceptable, quel est-il? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors ça, la dépense acceptable, ça a été un point de bascule. Parce que là, voilà, on est en 2016. Et en 2016, donc on commence à voir un petit peu la difficulté de notre modèle mutualiste au 1%. Mais par contre, on ne veut pas le lâcher. On ne peut pas le lâcher tout de suite parce qu'en fait, on a quand même acquis une conviction, c'est qu'on pouvait faire confiance à nos clients. C'est-à-dire que ce modèle-là, voilà, il n'y avait pas de surconsommation côté client parce que finalement, voilà, il y avait les capacités financières des uns et des autres n'étaient pas les mêmes, mais ils avaient tous accès à la totalité des services qu'on pouvait leur proposer. On n'a jamais constaté d'abus. On s'est dit, voilà, ce modèle, quand même, il fonctionne. La confiance qu'il demande, on voit bien qu'elle est présente. Donc, on a poursuivi les efforts sur le modèle de mutuelle santé. À l'époque, on l'appelait comme ça, la mutuelle santé des entreprises. Et on a travaillé sur des niveaux de couverture différents. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était encore dans le fait de continuer à pousser l'expérimentation sur ce modèle-là. Donc, on a eu, je crois, 4 à 5 niveaux de couverture, toujours en gardant cette logique un peu simple de pourcentage du CA. Euh, et, euh, et on a continué à expérimenter un petit peu, de plus en plus en co-construction avec nos clients, ces différents niveaux de couverture et la manière de les mettre en œuvre sur le plan individuel et sur les services collectifs qu'on portait. Par contre, ce qui s'est passé, et c'est là où voilà, j'en arrive au point de bascule que tu m'invites à raconter, Maxime, c'est que ben, on restait incapable de générer un niveau de facturation suffisant pour couvrir nos charges d'exploitation. Donc, le modèle était intéressant, on le vit, enfin, c'était une très belle époque d'Aeneis, mais on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à tenir suffisamment de rentabilité. Et c'est là où on a commencé à prendre conscience, aussi parce que c'est à cette époque-là aussi qu'on a commencé à rencontrer le référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qu'on a commencé à découvrir c'était les débuts, enfin, à intégrer le Club Noé, on s'est rendu compte que finalement, ce modèle, il nous maintenait dans une logique de volume et que finalement, la seule manière de le pousser, c'était des nouveaux clients et en plus des clients avec des gros chiffres d'affaires, tant qu'à faire. Donc, là, on a eu, à cette époque-là, ça nous a, donc voilà, à nouveau, Aeneis se trouve en difficulté. Par ailleurs, on commence à se poser la question du sens de toute cette affaire. Finalement, arrivent de manière concomitante des grosses réflexions sur le sens de notre métier. C'est quoi ce travail de consultant? À quoi on contribue? Est-ce que notre boulot, c'est d'aider les clients à se développer? OK, mais quel développement? Est-ce que c'est plus de croissance, plus de développement financier? À l'époque, on est aussi très, très préoccupés, nous, par les questions d'emploi. C'est vraiment le tracteur politique, si je puis dire, de Aeneis, de pouvoir avoir une contribution à la sécurisation des emplois locaux épanouissants, durables. Et là, on commence vraiment à se dire, finalement, notre modèle contractuel, il nous met quand même face à un certain nombre de limites. Par ailleurs, c'est juste dernier petit élément de contexte pour vous raconter pourquoi, voilà, qu'est-ce qui nous a amené à cette bascule. Par ailleurs, à cette époque-là, on rentre aussi dans une activité de conseil un peu plus classique, puisque on se référence au niveau du DLA, donc le dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif financé par France Active et qui permet en fait de financer des prestations de conseil auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc souvenez-vous, hein, moi je vous ai dit, j'en venais. C'était mon secteur d'origine, donc j'avais envie aussi d'y revenir dans Aeneis et de pouvoir réadresser, accompagner le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Et là, effectivement, à la fois, ben, on réembarque un modèle de conseil classique, et puis surtout, on se rend compte qu'on n'arrive pas à générer de suite après les DLA, qui restent des missions courtes, ponctuelles, de quelques mois, et que ben, notre modèle, finalement, il n'est pas du tout adapté à ces acteurs-là. Et on avait envisagé d'inventer une version de notre mutuelle pour les acteurs de l'ESS, mais on a été pris de court, puisque finalement, bah, pression financière, à nouveau difficulté à rester dans l'équilibre. Bon, voilà, hein, je vous raconte pas le détail, hein, pour ceux qui ont déjà vécu ces périodes-là, bah, voilà, vous êtes pressurisé, vous êtes contrarié, vous n'êtes pas serein. Donc, bon, finalement, ce que vous avez en tête, vous n'avez pas envie de lâcher votre modèle, mais vous êtes pris de court, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, allez, on va tenter autre chose. Il faut qu'on parte dans une autre direction. Et là, on découvre, en fait, la dépense acceptable. Donc ça, c'est des choses qui viennent. Nous, à Enedis, on aime bien aller regarder ce qui se passe dans les autres pays, dans les autres cultures. Et donc, la dépense acceptable, c'est un truc qui vient des Pays-Bas, qui sont voilà, une culture de résilience qui est liée à leur histoire, hein. Et on se dit, bah, voilà, on va expérimenter, on va tenter ça. Donc, l'idée, ça a été aussi de se libérer, voilà, d'une unité de référence pour pouvoir contractualiser et bah, d'inverser complètement la logique, puisque là, finalement, on s'accorde sur la capacité du client à investir. Et ce que ça nous a permis aussi d'embarquer comme contrainte qu'on n'arrivait pas à lever, avec notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est de tout de suite en fait intégrer bah, les contraintes financières des clients. Et ça, quand on a commencé à expérimenter la dépense acceptable, ça a un petit peu commencé à changer la donne, parce que finalement, le travail contractuel, ben, il a commencé aussi à pouvoir vraiment embarquer avec lui des vraies discussions sur ben, qu'est-ce qu'on cherche à tenir dans l'accompagnement. De pouvoir s'accorder aussi beaucoup plus sur quels sont les objectifs, quels sont les effets attendus. Et d'embarquer cette question-là avec la question de bah, finalement la capacité à investir sur les effets qu'on attend d'une mission. Et donc, la dépense acceptable nous a permis de finalement commencer à expérimenter une autre manière de regarder la valeur sous l'angle de l'investissement et d'aller beaucoup plus loin sur, bah, du coup, on est obligé de vraiment aussi aller beaucoup plus loin dans les échanges sur quels sont les effets, quelles sont les utilités sur lesquelles on doit coagir. On doit aussi euh, concentrer l'accompagnement. Et cette dépense acceptable, ce qu'elle a amené aussi, alors ça a été les premiers des effets utiles pour nous à Eneis, c'est que finalement, elle nous a poussé à mettre en place des espaces de coévaluation avec le client. Parce qu'une dépense acceptable, ben, on en définit une sur une certaine période, et puis bah, après, il faut la renégocier. Et donc, à l'époque, donc là, on est en 2019 à peu près, pour vous situer. Déjà, ce que ce nouveau modèle a permis de générer comme premier effet, c'est qu'il a encore plus augmenté le sentiment de confiance avec les clients. Parce que là, le fait d'intégrer leurs contraintes, le fait d'avoir ces discussions poussées sur leur capacité financière, leur façon de penser leur investissement et vers quoi ils portaient leur investissement, ça a eu vraiment des effets très, 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 très forts sur la construction de la relation. Et si Et je peux me permettre, réciproquement, vos contraintes à vous, vos enjeux à vous? alors, pas encore à Pas l'époque. encore? D'accord, très bien. Ah non. C'est Ah, ben intéressant du coup. justement, c'est la limite de ce modèle. C'est que Ouais, finalement, on intégrait plus les contraintes de nos clients que nous faisions aussi part de nos propres contraintes aux clients. On n'y était pas encore. Ça, ok. c'est une des limites qu'on a commencé à percevoir de la dépense acceptable, même si encore une fois, ce modèle-là, il n'est pas abandonné. Je le pratique Ouais. toujours. Par contre, ce que ça a permis déjà, c'est que ça a permis de vraiment être dans des accompagnements très long cours.
Donc, le système de mutuelle permettait déjà de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé à la mission. On a été rapidement dans des accompagnements qui démarrent. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Et la dépense acceptable, ce qu'elle a amené, c'est le besoin régulièrement de se poser et de rediscuter de OK, qu'est-ce qu'on a produit ensemble? Qu'est-ce que la dépense acceptable a permis de tenir? Et puis, qu'est-ce qu'on a réussi à produire comme effet et comment on les revalorise et comment on repense la feuille de route de l'accompagnement pour la suite. Donc, je me souviens qu'on avait un client à l'époque, donc ça faisait un client qu'on a accompagné plus de 5 ans, et c'était la cérémonie du post-it. Donc, on avait tous les ans un temps comme ça privilégié de bilan. C'est lui qui venait, on passait une matinée ensemble, on faisait un petit peu une rétrospective de l'année d'accompagnement. Et une fois qu'on avait eu cet échange-là, on lui donnait le post-it et puis c'est lui qui notait un pourcentage de revalorisation de sa dépense acceptable. Voilà. Il nous rendait le post-it, on le découvrait, on en rediscutait un peu et puis voilà, on repartait pour un accompagnement. On repartait pour un accompagnement. Il y a une question qui vient d'apparaître, mais finalement, tu étais en train d'y répondre. Comment ce travail de coévaluation se passe réellement? Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une manière d'animer des temps de coévaluation, finalement des temps de réflexivité, si on doit ramener un petit peu de jargon pour ceux qui y ont eu affaire. Euh, il y a eu, mine de rien, dans ces mises en discussion, des contreparties aussi non monétaires. Il y a eu des prescriptions d'Aeneis pour d'autres clients, pour d'autres écosystèmes. Finalement, vous avez embarqué, ça a changé votre rapport à je suis délégué pour voilà, exercer une mission, on me passe un problème, je le résous par un livrable, etc., etc. Ah, je suis enfin embarqué par ce nouveau mode de contractualisation qui me permet d'avoir d'autres rapports, de mettre en discussion nos contraintes, alors à certaines limites, puisque vous n'êtes pas encore en train d'exposer vous vos contraintes en tant que structure, mais il y a un décalage qui se produit. Concrètement, ce décalage, comment tu l'opères, comment tu le facilites, comment tu l'animes en termes de repères professionnels quand tu es en discussion avec tes clients? J'ai l'impression que c'est aussi ça qui transparaît derrière la question du chat. Alors, oui, il y a beaucoup de questions dans la question. Mhm. Alors, à l'époque, j'ai envie de vous dire, ce temps de coévaluation, il n'y a pas spécialement de méthodologie de notre côté. En fait, c'est d'abord et avant tout un temps de dialogue. Mhm. Voilà. Rétrospective, on revient, on s'écoute, on discute et on se projette sur la suite. L'EFC est venu bousculer cette pratique-là et elle est venue nous amener des outils et des repères surtout beaucoup plus étayés à notre niveau. Mais ça arrivait ça arrivait un petit peu après. Et pour bien vous en parler, je pense que il faut d'abord que je vous raconte en fait pourquoi on a finalement euh, rencontré aussi des difficultés dans Mhm. la dépense acceptable parce que euh, c'est un modèle qui, effectivement, hein, qui peut être, comment dire, très chevaleresque, le fait de se dire, en fait, voilà, on, ne- on intègre vraiment les contraintes financières du client. Et nous, on s'en débrouille. Mais c'est Mhm. ça qui se passe, c'est qu'en fait, on s'en débrouille. Et donc, si votre client, et c'est ce qui nous est arrivé, puisque malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans un monde où voilà, il y a des crises hein, qui arrivent, qui déstabilisent, c'est que à cette époque-là, on a eu des gros clients, des clients qui pouvaient justement avoir des dépenses acceptables qui étaient plus importantes, qui ont rencontré en fait des grosses difficultés financières qui ont conduit aussi à des arrêts de mission. Et donc, à nouveau, on se retrouve sur un modèle qui voilà, produit plein d'effets utiles, mais qui en même temps n'est pas nécessairement sécurisant pour nous. Et puis, à l'époque, comme tu le disais, Maxime, nous-mêmes, on commence à se questionner sur le fait que, il y a des trucs qui vont pas dans le modèle économique qui est le nôtre, qui nous ramènent toujours à des limites. Et donc, on commence à engager beaucoup d'énergie, beaucoup de travail sur notre propre modèle économique. On se forme à l'EFC, on participe à des groupes de travail, et donc tout ce travail qu'on engage, il est complètement invisible.
Mm. Et les contraintes dans lesquelles on est pris et desquelles on commence à essayer de se débrouiller, ben, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui est complètement invisible du client. Alors ça, c'est le premier point qui fait que bah, finalement, on a repris notre bâton de pèlerin et puis on a là depuis 2023, on expérimente un nouveau modèle de contractualisation. Je vais vous en parler juste après. Mais pour autant, la dépense acceptable, on ne l'a pas complètement abandonnée, notamment, et vous n'en serez pas étonnés, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour une raison simple, parce que ces acteurs-là, en fait, n'ont pas une visibilité sur leur capacité d'investissement qui est du tout sécurisée. Ils sont eux-mêmes tributaires des financeurs publics. Ils ont des modèles qui sont aussi, voilà, pas nécessairement très stables et solides. Et donc, la dépense acceptable, c'est une manière aussi de pouvoir continuer à travailler avec eux et bah, d'intégrer en fait cette réalité contextuelle, structurelle, conjoncturelle du secteur associatif. Et c'est là où, comme tu le disais, Maxime, de fil en aiguille, euh, ce modèle permettant en fait de quand même développer un haut niveau de confiance avec le client, il a commencé à nous permettre aussi à nous dire, bah, regardons la question de la valorisation, pas uniquement sous l'angle monétaire. Quand vous commencez à avoir des relations de travail avec une directrice de centre social qui s'étale sur plusieurs années, ben finalement, ça installe une relation où il y a beaucoup plus de réciprocité, où finalement, vous pouvez aussi bah, révéler, parler de vous, ce que vous vivez aussi en tant que dirigeant d'entreprise, parce que, OK, hein, on est des accompagnateurs, mais on est aussi des dirigeants d'entreprise qui connaissons aussi tous ces questionnements sur comment, voilà, comment on tient sa rentabilité, comment on est pérenne, comment on se sécurise, comment on produit de la sérénité. Et donc, ça nous a permis aussi de pouvoir commencer à voir, bah, il peut y avoir d'autres formes de contrepartie, de solidarité, qui ne sont pas nécessairement monétaires. Quand voilà, cette personne, Sandrine, pour ne pas la citer, qui effectivement a pu m'orienter, m'ouvrir les portes de confrères, d'autres structures, qui petit à petit est devenue une merveilleuse ambassadrice de ANI, parce que non seulement elle nous mettait en relation, mais surtout, elle parlait de notre travail. C'est-à-dire que quand vous avez comme ça un client qui vous en amène un autre, mais il a préparé le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une partie du travail commercial, il l'a fait pour vous. Bon, c'est formidable parce que du coup, ça vous permet d'engager beaucoup plus facilement de nouveaux accompagnements dans des très bonnes conditions. Et puis, vous voyez, un autre effet, toujours là, je tire cet exemple avec Sandrine, c'est que, et là vraiment, je m'en aperçois, c'est des choses qui sont encore fraîches dans mon esprit. Parce que c'est pas évident en fait hein, de mettre des mots sur les effets que ça produit, tout ça. On les découvre au fur et à mesure. Faut pouvoir s'y arrêter pour les regarder, les embrasser. Mais le fait d'avoir ce fonctionnement-là avec elle fait que ben, je suis très intégrée dans son territoire. Et donc, ça me permet aussi, je vois, des effets utiles en termes de montée en pertinence de mes accompagnements parce que, voilà, grâce à elle et grâce à ce travail aussi, voilà, qui n'est pas valorisable monétairement, mais qui produit énormément de valeur, bah, ça me permet d'être une accompagnatrice qui est pas extérieure au territoire, mais qui commence à le connaître, à avoir des repères, des pratiques de travail, des relations beaucoup plus fortes avec les interlocuteurs. Ce que j'entends, c'est que du coup, dans cette fameuse mise en discussion de la valeur, c'est pas qu'une mise en discussion de Des monnaie, sous. c'est ça. Non. Il y a aussi une Mm. mise en discussion de comment on se rend mutuellement pertinent, comment on progresse finalement dans le même bateau, si je prends cette métaphore-là. Et c'est hyper intéressant, merci ton témoignage dans ce sens-là. Peut-être pour finir, il reste 10 petites minutes. Ouais. L'abonnement forfaitaire couplé à la facturation en temps réel. Ça, c'est quelque chose d'assez innovant et actuel chez Aenis. Est-ce que tu pourrais nous Mm. en parler? Oui, alors ça, c'était la dernière expérimentation qu'on a engagée en 2023. Et là, pour le coup, c'est vraiment
le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui a fait ressource, et notamment le fait d'accéder à une communauté de pairs expérimentateurs au niveau du Club Noé qui nous a permis en fait de passer un nouveau cap parce qu'on a pu aussi découvrir euh, être en relation, nouer des liens avec d'autres chefs d'entreprise qui étaient en train de bousculer leur modèle économique et de traduire ça aussi par des gros pas de côté sur le modèle d'affaires. Et notamment, ce qui a été marquant dans notre histoire, c'est la rencontre, la découverte, la compréhension de ce qu'avait fait euh, Texinc, donc une imprimerie, donc vraiment là pour le coup une entreprise très très industrielle, conventionnelle et qui a voulu sortir de la logique de volume très très forte dans le modèle industriel, hein, produire plus d'imprimés pour baisser les coûts unitaires, enfin voilà le modèle vraiment classique et qui a commencé à expérimenter, notamment avec voilà, tout l'accompagnement, les travaux de Romain Domicy, un des chercheurs du laboratoire à Thémis, et qui ont du coup expérimenté un modèle basé sur euh, la dé- deux unités pour mieux valoriser la valeur réelle apportée au client. Donc, toujours une unité qui correspondait à l'achat d'une marchandise, mais l'expérimentation d'une adhésion. Donc, alors je vous invite à découvrir, hein, si vous ne connaissez pas l'histoire de FlexSync, qui aujourd'hui est l'imprimerie partagée, mais ils ont commencé à expérimenter un projet d'impression pour aussi visibiliser le travail d'accompagnement du client, pour bien qualifier ses besoins autour de son projet d'imprimé, et de poser une cotisation pour pouvoir rendre visible et valoriser aussi monétairement vraiment ce travail serviciel. Ça nous a fait beaucoup écho par rapport à un certain nombre de limites du modèle classique du conseil, puisque nous aussi, hein, dans le conseil, on est pris dans une forme de marchandisation, puisque finalement, voilà, on réintègre des livrables qui font l'objet de facturation. Et puis, c'est pareil, il y a toute une partie du travail qu'on fait qui est occultée dans la relation contractuelle. Voilà, quand on se professionnalise, quand on fait du réseau, quand on crée des outils pédagogiques, quand on fait de la R&D aussi dans le conseil pour voilà, produire des outils, des repères méthodologiques. Tout ce travail-là, il est complètement invisibilisé et pourtant, in fine, il crée de la valeur, il nous permet en fait d'être pertinent pour nos clients. Donc, à partir du moment où on a commencé voilà, à travailler avec ces repères et l'EFC voilà, vient vous outiller là-dedans, vient vous permettre de mettre des mots et de mieux lire vos limites et de pouvoir voilà, avoir d'autres étayages pour expérimenter. Là, en fait, on est passé à une autre façon de faire où nous aussi, en fait, on a détaché dans notre mode de facturation deux lignes. Donc aujourd'hui, on a, alors les termes sont pas appropriés, mais pour le moment, j'en ai pas d'autres. Et puis d'une certaine manière, euh, à force d'être décalé, vous vous rendez aussi inaccessible hein, à vos clients qui, eux, bah oui, eux, on a des repères tous classiques. Donc voilà, je vais utiliser des termes qui sont un peu génériques, mais qui peuvent être biaisants. Donc on a un système d'abonnement fixe qui est mensualisé et qui permet de couvrir en fait tout ce travail. Et on a réinjecté cette notion de mutualisation qui vraiment voilà, nous a jamais quittés en termes de valeur et en termes en termes de valeur. L'idée, c'est de pouvoir à la fois avoir un abonnement qui nous permet de sécuriser, d'avoir une meilleure couverture de nos frais fixes, et en même temps qui puisse nous permettre de valoriser tout le travail dit mutualisé. Donc, quand on produit des outils numériques, quand on travaille sur de la R&D méthodologique, enfin tout ce que j'ai évoqué précédemment, tout ce travail-là, de pouvoir en fait le faire financer à travers un abonnement. C'est-à-dire très concrètement,
ce travail-là, il est produit, enfin, il va produire des effets pour tous nos clients, mais on ne sait pas quand. Soit c'est des effets médias, soit c'est des effets immédiats. Donc ce travail-là, c'est ce travail qu'on qualifie de travail mutualisé. Et donc chaque client, via l'adhésion à l'abonnement, finalement, crée les conditions pour que ce travail soit financé et finançable. Et ensuite, nous avons un modèle, enfin nous avons une deuxième unité de facturation qui coexiste avec l'abonnement, qui est une facturation au temps réel, donc sur la base d'un taux horaire. Et donc, le client qui accepte de souscrire à cette logique d'abonnement a droit à un taux préférentiel sur le taux horaire, 50%. Donc, vous voyez, là, ce qui s'est passé, c'est que bah, on a repris un modèle du conseil classique en façade. Et c'est rassurant pour un client, parce que ça, c'est accessible, c'est compréhensible. Il y a un taux horaire, ça permet de couvrir le travail réel qui est engagé. Et bah, il y a une incitation financière. Voilà, si s'il y a une souscription à cette logique d'abonnement, alors le taux préférentiel s'active. Alors ça a été vraiment pour nous un gros gap, pardon, qui a changé pas mal de choses. Alors j'accélère parce que je vois que le temps passe. Euh, il y a une micro-coupure, oui, un taux préférentiel, j'ai bien dit 50%. Voilà, le taux horaire, donc grosso modo, si vous voulez des chiffres, on est à 116 euros de l'heure si le client souscrit l'abonnement. Il passe sur un taux horaire de 58 euros de l'heure. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et l'abonnement, en moyenne, est de 600 euros hors taxe par mois. Alors, là où ce modèle de contractualisation a vraiment changé les choses, il nous a permis de libérer pas mal de choses sur le plan de la relation de travail. C'est que ben, ça vous oblige en fait à vous accorder beaucoup plus fort dès le départ sur quelle va être la manière dont on va organiser le travail ensemble. Et ça, c'est des sujets que finalement on abordait très peu ou de manière accessoire, j'ai envie de dire, précédemment. Là, quand vous partez dans un modèle comme celui-là, ça devient nécessaire en fait de pouvoir aussi se dire mais comment on va fonctionner? Pour une raison simple aussi, hein, c'est que en fait, quand on facture au temps réel, en fait, on sait qu'il va y avoir des écarts. C'est-à-dire on produit un premier accord et on peut faire une première estimation, ce qui veut dire qu'on doit s'accorder sur quels sont les objectifs, quelles sont les étapes, comment on va intervenir. Mais évidemment, ensuite, on va faire l'épreuve du réel. Et il risque évidemment d'y avoir des écarts entre ce qu'on a prévu, anticipé, imaginé et ce qui va vraiment se passer dans et la relation de travail et la relation d'accompagnement. Et donc, ce modèle-là, pour qu'il fonctionne, il nous a amené aussi à être beaucoup plus exigeants et à faire accepter aussi aux clients que cette exigence, c'était pas que la nôtre, ça devait être aussi la sienne, d'avoir des temps de régulation pour pouvoir justement régulièrement regarder les écarts entre le temps passé, le temps réel passé et le temps prévu. Et à partir du moment où on a commencé à regarder ces écarts, ben là, voilà, on a la possibilité aussi de pouvoir finalement avoir des discussions beaucoup plus riches avec le client sur euh, ce que doit produire le travail, ce qu'il engage, enfin, ce qui n'avait pas été anticipé, qui peut aussi être tout d'un coup une création de valeur que voilà, on n'aurait pas pu la prévoir, mais c'est en train de se produire et ça permet vraiment de beaucoup plus réajuster et coopérer. Là vraiment, c'est là où je peux commencer en grande tranquillité à parler de vraiment de coopération, parce que là, on a commencé à quitter en fait le modèle relationnel classique du prestataire, à qui on dit voilà ce que je veux,
au commanditaire qui, lui, juge sur pièce et en conformité si ce qui a été produit, ça lui convient ou pas. Là, on arrive vraiment à faire péter ce truc et à sortir de ça. Donc, ça demande beaucoup plus, c'est beaucoup plus exigeant comme modèle, puisque là, bah, ça veut dire qu'il faut que les temps de régulation soient régulés avec le client et qu'on les intègre dans la relation d'accompagnement. Voilà, c'est pas du plus, c'est pas du en dehors, du commercial non rémunéré. C'est vraiment des temps qui sont essentiels pour tenir l'accompagnement et le copiloter ensemble, faire ensemble. Et puis, c'est beaucoup plus exigeant aussi pour nous, puisque ça veut dire que, par exemple, tous mes temps de travail sont traqués. Et, et donc, à chaque fin de mois, je regarde tous mes temps et je qualifie le temps qui est à facturer directement au taux réel, enfin au taux, pardon, parce qu'il est directement au bénéfice direct du client. Et tous ces temps de travail que je vais pouvoir qualifier de temps dits mutualisés et qui vont être réimputés au forfait. C'est-à-dire que je vais les valoriser sur la facture, mais ils ne seront pas facturés. Ils seront imputés au forfait qui est déjà facturé. Je vous donne un exemple très rapide. Euh, Parce dans qu'on le est déjà... cadre d'un accord. Ouais, il Pardon? faut qu'on passe à la conclusion dans une minute, vraiment une minute. Pardon. Ouais. Bon, ben, je vais sur l'exemple et puis je m'arrête là. Donc, une mission client qui m'amène à faire un rendez-vous d'échange, de rencontre avec un acteur public. Au gré des échanges avec l'acteur public, je valorise un autre client. Du coup, ça suscite un appétit de l'interlocuteur institutionnel pour rencontrer ce client avec potentiellement la possibilité de, pourquoi pas, le soutenir. Et donc, bah, là, je me dis, voilà, ça, les 2 heures que j'ai passées dans cette réunion avec l'institution, bah, ça va bénéficier potentiellement à plus d'un client. Donc, voilà, ça, ces 2 heures-là sont qualifiées de temps mutualisé. Donc, ils sont imputés au forfait et la communauté de mes clients, en acceptant l'abonnement, en fait, c'est comme s'ils avaient déjà financé ce travail-là. Merci Audrey. Alors normalement il y a un petit temps de synthèse. Je sais pas Stéphanie si tu Je peux partage poster. l'écran. Ouais, Je nickel. partage l'écran. Bon, je vais essayer d'être Ah, je vais faire en 1 minute plutôt que 10, mais c'est pas grave. Céline, il faut que tu me réautorises le partage d'écran, s'il te plaît. Voilà, Maxime on a toujours ce petit temps pour atterrir avant que je vous présente les actus. Maxime nous a imaginé un petit slide. Est-ce que vous la voyez? Oh là là, je vois plein de questions auxquelles j'ai envie de répondre. Ah oui, ça va être frustrant. Maxime, tu as 2 minutes. Ouais, bah comment prendre l'exercice tout simplement. De toute façon, Audrey a été très claire dans sa manière de d'illustrer une trajectoire dans l'histoire d'Aeneis. Une trajectoire qui a eu vocation à échapper, disons, à la logique classique dans le conseil, à être délégué comme prestataire à partir d'un prescrit, avec voilà un rapport à la transaction, avec des livrables, etc. Et disons une considération de la relation d'accompagnement qui est un peu verrouillé par, disons, nos modèles économiques classiques. Et donc, l'idée, c'est de réussir à être embarqué en coaction sur le réel, un peu dans le même bateau. Hein, avec ma petite illustration sur le même bateau, pas mieux pour se rendre mutuellement pertinent dans l'accompagnement. On l'a vu en fait, toutes ces expérimentations qu'on menait à Ennis sur différents modes de contractualisation, ils ont eu vocation à faire sauter des verrous. Ils ont jamais été parfaits, ils sont souvent complémentaires. Je sais qu'Audrey, tu jongles avec ces modes de contractualisation. Il y en a qui sont favorables dans certaines situations auprès de certains clients. Toi, tu as parlé de l'ESS par exemple. Et donc finalement, ce témoignage ce matin, il vous invite à une chose, c'est à oser expérimenter de nouvelles approches contractuelles, notamment pour sécuriser ces fameuses bonnes conditions de coopération. C'est pas interdit d'innover, d'être un peu original, de tenter des trucs, d'échouer, de réussir. Euh, et je sais pas si j'en ai le temps, mais je voulais parler d'une petite anecdote personnelle. J'ai eu un enfant il y a moins de 15 jours et mon frère en a eu un il y a un peu plus de 4 mois. Et il arrêtait pas de m'envoyer des messages à l'approche de l'accouchement de ma compagne. Ben, t'as besoin de conseils?
Bah, moi, j'en sais rien, j'ai besoin de conseils, je sais pas quoi te dire, je sais pas. Et finalement, les questions me viennent en situation, devant le fait accompli, en urgence, d'un bébé qui pleure, on sait pas pourquoi il pleure. Et je me suis dit que finalement, ça m'avait fait penser à ce que tu essayes de surmonter dans ce métier du conseil, c'est-à-dire le conseil pour quoi faire, le conseil dans quelles conditions. Et mine de rien, ton témoignage autour de ces fameux modes de contractualisation, il vise à favoriser le rapport à comment on crée les bonnes conditions d'accès au réel, comment en situation on travaille, et pas comment on est délégué à côté, qu'on nous demande voilà, de faire quelque chose et d'être dans un rapport de force sur ce qu'on dévoile à l'autre. Là, cette fameuse mise en discussion des contraintes des uns et des autres, qui est notre définition de la coopération, elle sert à être embarquée, mais à être embarquée structurellement sur ce même bateau. Bon, j'ai essayé d'aller vite, peut-être un peu de façon brouillon, mais voilà ce que je peux, une manière de résumer ton propos. Euh, Merci. Merci beaucoup, Maxime. Si vous avez envie, besoin d'un peu plus d'Audrey Lefebvre, il y a un petit Rex, une toute petite vidéo assez marrante qui est disponible sur le site de Noé, qui a été réalisé par Maxime et qui permet aussi de voir un peu la vision d'Audrey du conseil traditionnel et comment elle en est venue aussi à toutes ces réflexions. Et je vous encourage à la voir. Elle est très courte et je la trouve personnellement marrante et impactante. Moi, j'enchaîne parce qu'on a dit qu'on vous libérait à 10h avec les prochains rendez-vous. Donc, on se retrouve le 6 février avec Johan Sarr. C'est un urbanisme, un conseil en urbanisme en architecture, donc un autre univers qu'on va explorer et on sera dans les Pays de Loire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Voix de Pionnier en replay, donc en vidéo sur YouTube, et vous pouvez écouter ça dans les transports, en voiture, via les podcasts disponibles sur Arte Radio. Donc celui-ci s'y retrouvera dans quelques jours. Notez aussi, on a une des questions là sur les achats publics. On a prévu un rendez-vous spécial le 3 juillet sur l'achat public. La commande publique, c'est un vrai sujet pour les acteurs de l'économie de la fonctionnalité de la coopération et pour tout le monde, c'est 10% du PIB. Donc, il faut faire bouger les choses et on a prévu un épisode spécial pour ça. Et puis, je finis avec les actualités du réseau. On est une quinzaine de clubs aujourd'hui en France et voilà un petit peu ce qui vous est proposé. Donc dans les Hauts-de-France, une journée d'initiation. Donc c'est ce sera animé, j'imagine, par toi, Maxime. Centre Val-de-Loire, une fresque de la transition économique. Nous, en Île-de-France, on a un atelier aussi de 3 heures où on parlera aussi un peu de fresque de transition économique. On a une nouvelle fresque aussi en Occitanie. C'est un super outil pour découvrir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Désolée, je sais pas ce qu'il fout, mon truc. Qu'on a abordé, voilà, l'EFC qu'on a abordé aujourd'hui via la trajectoire d'Audrey. Et puis en aura, il y a le lancement du programme Relief piloté par le CIRID, donc c'est un accompagnement EFC collectif. Voilà, je vous invite aussi à rejoindre le mouvement de la transition économique si ces sujets vous parlent, ces sujets de transition écologique, sociale, de comment on casse le moule et comment on arrête de rester dans nos postures de il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire autrement. Vous l'avez vu aujourd'hui, on peut faire autrement, on peut expérimenter. Et donc, je vous encourage à rejoindre le mouvement de la transition économique. C'est facile, rapide et c'est gratuit. Je vais arrêter le partage. Remercier tous nos intervenants et toutes vos questions. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je pense qu'on a eu un bel épisode. Et il est 10h tapante. Donc, je vous donne rendez-vous le 6 février. Et très bonne année encore à toutes et à tous. Et merci Audrey et Maxime pour votre participation aujourd'hui. C'était passionnant, comme vient de le dire Grégory David dans le chat. Je suis tout à fait d'accord. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.